Aujourd'hui, C'est Midi reçoit un leader et défenseur des droits de l'homme. Pasteur Samson Da, né le 2 mars 1964 à Bonois, en Côte d'Ivoire, est un homme marié et père de 3 enfants. Inspecteur principal au ministère de la Jeunesse, il fut le président de l'Organisation des aveugles de Côte d'Ivoire de 1992 à 1993. Notre invité est doté d'un certificat d'études téléphoniques, d'un certificat d'art dramatique, d'un certificat d'aptitude de maîtrise en éducation permanente et d'un diplôme d'État de conseiller d'éducation permanente. En 2016, il fut décoré officier dans l'ordre du mérite ivoirien. Samson Da lutte chaque jour pour être meilleur et refuse d'être un poids pour la société. Recevons-le sur le plateau de C'est Midi avec Jessica Bamba. Monsieur, je demande d'accueillir notre invité, Monsieur Samson Da, notre invité du jour. Monsieur Samson Da, inspecteur principal au ministère de la Jeunesse. Merci infiniment. Bonjour, Monsieur Samson Da. Bonjour, madame. Mais quelle élégance. Okay. Franchement, Merci. la classe. Okay, merci. On va découvrir dans quelques instants votre histoire. Mais avant ça, on a été tous intrigués par le thème, je pense que tout le monde. Bien sûr, oui. Mort vivant, je refuse d'être un poids pour la société. Alors vous, comment est-ce que vous avez compris ça? Aterne Sémian s'est baladé dans la rue et vous a posé la question. Voici vos réponses. Chris Paterne-Sémian, c'est votre opinion. Comme il est agréable de vous retrouver, nous prenons chaque jour des décisions et notre présent ne fait que refléter la succession de ces choix. Comment comprenez-vous l'expression « je refuse d'être un mort-vivant » ? Votre opinion nous intéresse. Refuser d'être mort-vivant, c'est refuser de faire semblant. Refuser de faire semblant, refuser de se faire passer pour quelqu'un qui n'existe pas, mais vivre sa vie. C'est de vivre et puis être mort, au fait. Je sais pas. Comment j'ai expliqué ça? Par exemple, comme à l'église comme ça, on peut dire, bon, tu es un mort vivant. Genre, tu es là, tu es dans la débauche, tu fais des trucs qui ne sont pas bien, pourtant, c'est pas ce que Dieu a voulu. Pour moi, ça n'existe pas. Parce que quand on dit mort, la personne ne vit plus. Mais on ne peut pas être mort et puis vivre encore. Tu ne peux pas être mort et puis tu vas vivre. C'est impossible. Quelqu'un qui passe inaperçu. Genre, si on prend le domaine au niveau de la famille, quelqu'un qui ne participe pas aux réunions, quelqu'un qui est absent au fait, ça dit son avis ne compte pas. Ça c'est un peu mystique, hein? Bon là, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas quoi dire dessus, hein? Je sais pas quoi dire là-dessus. Un mort vivant. Un mort vivant. Exemple, tu es peut-être assis au quartier en train de discuter. Tu es fort, tel joueur est fort que tel joueur, tout et tout. Tu ne sais à rien, en train de jouer des jeux au hasard. Et je pense qu'être un mort vivant, c'est en grosso modo quelqu'un qui ne sait à rien. Ça existe, hein. Tu peux être mort et puis en même temps être vivant. C'est-à-dire, tes idées sont plus en place. Ton esprit n'est plus sur terre, quoi. Ça, c'est du volet spirituel maintenant. Ça parle de l'esprit. Sinon, ça existe. Je crois bien que ça existe. Être un mort vivant. Tu es mort, tu es vivant. Être un mort vivant. C'est quelqu'un qui est mort, c'est fini. Il est essentiel de savoir ce qui est important pour soi. Cela permet d'orienter nos décisions dans le présent et de focaliser notre énergie sur ce qui compte vraiment à nos yeux. À vous le studio. Et après ces réactions, j'ai juste envie de me dire qu'on aurait pu garder ce sujet-là pour un examen de philosophie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Au bac, philosophie, qu'est-ce que c'est qu'être un mort vivant? Voilà. Vous avez donné vos réponses. Il y en a un qui est spécialiste tout terrain. Je suis sûre que lui, il a la définition exacte. C'est Dr Philo qu'on retrouve maintenant. Le thème du jour, selon Dr Philo. Attends, il y a mon dose matin là. Ok.
On est calé, Joe. Tiens, au moins, Katanga, maintenant, 12 le talaron. Et c'est comment? Toi, il faut quitter ici. Tu fais quoi? Il faut quitter ici, ma petite. Il faut laisser ça là. Non, laissez pouvoir, Dieu, c'est pas grave. Tiens, il faut quitter ici, ça. Tiens, faut pas sauver mon cœur. Ah, tiens, c'est quoi ça? Tu peux pas entrer prendre les sachets et puis t'es à cœur. Il faut quitter là. Tiens. Tiens, ici, quand mon premier sachet prend le deuxième sachet, il ne même pas de demander permission même. Ouais, là, même, il faut que. On dit quoi ici? Ouais, c'est Malou Pras qui vous parle. Je peux pas. Complet. Ouais, vous parlez de quoi aujourd'hui? On dit c'est quoi un mort vivant? Mort quoi? Vivant. Je suis obligé de parler aujourd'hui. Mon vieux, il faut parler, tchè. Bon, mort vivant, non. Mais c'est ça on a vu là. Je ne suis pas encore mort, les vivants viennent s'asseoir à ma place. Non, tu vas dans la vie, non. Il faut être Katangba dans tous les moments de Ouaou. Pas un mort vivant, tant normal même. Tiens, dans la vie là. Faut décider dans où et là, moi ici dans mon bain, non ça mes ballots. Si on n'a pas un mort à vivre, il y a rien le moment de Katanga, il n'y a pas de philosophie dans ça. Moi-même en tant qu'abolé, il y a des J que moi-même là, ici il y a un mort vivant même. Je suis inutile à la société. Ah d'accord. Voilà, je suis inutile à la société. Un mort vivant, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire quelqu'un, il ne faut pas te laisser emporter par ce que les gens disent. Le monde même il est déjà injuste. C'est vrai qu'il parle comme ça, les gens, parce que peut-être qu'il y a un moment où mais si intelligent. C'est la vérité, il te dit. Il faut pas. Quand on mourit, blabla, c'est quoi? Il y a des moments où on ne peut pas parler trop en français. Il faut enchaîner en du tu vas mieux comprendre. C'est ça, ils sont en train de te parler là. C'est un moment. Regarde, je te dis, je te prends une question. De lundi à samedi, ça fait combien de jours? 6 jours. Ça fait 6 jours. De samedi, quand on fait retour samedi à lundi, ça fait combien de jours? Ça fait pas 6 jours. Ça fait 3 jours. Le monde même est déjà injuste déjà même. Donc ça peut te dire que le mouvement Katanga, ça dit ni Rome non. Voilà le film qui est là. Marie que même ne voit pas même là. Regarde comment elle est Syrie. Attendez, le mouvement même là, il gît dans un matin là même là. Elle me dit voit clair, mais tout ça là est dagbêté. Mais regarde comment le vie est propre. C'est maladie moi le frère. C'est pas un bon vivant qui est là. Voilà. Merci. Dans cette situation, il faut vivre pleinement ton vie. À la Bible, par exemple, je suis là, Katangba, même là, quand il fait accident, c'est 4 roues en l'air. Palmarès de ça, il n'y a jamais si terrain. Et c'est un mort vivant. Ah, pardon. C'est un mort vivant. Non, bien, pardon. Si tu vois un philopho, tu n'as qu'à revenir, quoi. Si tu vois un philopho, tu n'as qu'à revenir, quoi. Ouais, c'est prends ça, si ma petite. Alors, Monsieur Sansondo, d'ailleurs, je vous présente officiellement Dr Philo, si vous ne connaissez pas. Voilà, enchanté. Sansondo, vous êtes ivoirien, âgé de 55 ans. Vous êtes inspecteur principal au ministère de la Jeunesse, leader et défenseur des droits de l'homme, acteur du projet de rédaction de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées et au projet du protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des plus relatifs aux personnes handicapées. C'est ça. Déjà, dans votre portrait, quand on a listé tout ce que vous avez fait, quand on a listé un peu votre CV, impressionnant. Déjà, chapeau. Ok, merci beaucoup. Merci. Encore une fois, bienvenue sur le plateau de ce midi. Ok, merci. Voilà. Votre thème est le suivant, je refuse d'être un mort vivant. Oui. À la fin de cet échange, on aura une définition très claire de ce que c'est qu'être un mort vivant. Absolument. Vous êtes handicapé, vraiment entre guillemets, oui. Parce que vous êtes aveugle, vous avez une cécité. C'est ça. Vous avez fait vos études jusqu'en classe de 3e. Oui. Et c'est à ce moment-là qu'on vous a diagnostiqué cette cécité. Absolument. Comment est-ce que ça s'est passé? Bon, d'abord, en classe de 3e, alors que j'avais... Du moins, en classe de 6e, alors que j'avais 14 ans, j'ai constaté qu'il y avait une baisse de l'acuité visuelle du côté gauche. Et lorsque je suis arrivé en classe de 3e, l'œil gauche a été noté 0 et puis l'œil droit 6. Et des suites des consultations, on nous a laissé entendre que j'avais une dégénérescence rétinienne. C'est-à-dire que la vision baissait au fur et à mesure et que c'est irrémédiable. On ne pouvait rien. Et c'est comme ça que je vais perdre la vue alors que j'étais proche de présenter le BEPC. Alors, donc forcément, on imagine que dans la tête de cet adolescent qui a des rêves et qui a vraiment envie de se faire une place dans la société, ça doit être difficile. Il faut reconnaître, la première chose d'abord, c'était le découragement. Pourquoi? Parce que j'étais très bien à l'école, j'étais quelqu'un qui était assez studieux et qui avait de bonnes notes. Et puis brusquement, comme ça, je ne veux pas continuer mes études. Et ce que j'ai constaté, c'est que mes amis devraient avancer. Et donc vous allez voir que je vais me retrouver chez moi, à Bouna, errant, mais avec l'envie de vaincre plus tard.
Et je crois que j'aurai le temps de situer tout à l'heure. Je me suis dit, mais écoutez, les autres avancent. Je n'ai plus la vue. Alors, comment m'y adapter? Et une force m'a habité. Je me suis dit comme ça, mais perdre la vue n'est pas perdre la vie. Exactement. Alors, il faut se battre. C'est ça. Et vous allez vous battre. Parce que c'est vrai que... Et dans cette bataille, je précise, il y a une idée qui m'est venue en première position. Je me suis dit, mais écoutez, et si je me permettais d'être un blanchisseur, parce que je me dis, même si on ne voit pas, on peut au moins remuer les bras pour avoir des jetons. Et ça a été un choc pour ma famille, parce que je suis d'une famille socialement posée. Et lorsqu'ils ont voulu m'assister, ça dit socialement, et même aller jusqu'à vouloir dire, écoutez, on va te donner une femme, on va te marier, tu vas rester ici, ça me choquait. Je me suis dit, prends-toi en charge, bats-toi, va jusqu'au bout. Et puis plus tard, je vais donc m'exiler, en parenthèse, sur Abidjan, comme on le dit dans le jargon habituel, me chercher, même dans la cécité, dans le noir. Wow. Ok. Voilà. Donc, on va revenir très rapidement à cette histoire de VPC que vous n'avez pas pu passer. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez trouver la force de passer cet examen? Est-ce que vous allez prendre des dispositions pour? D'abord, dans l'état de cécité, je me suis permis comme ça de m'asseoir avec des élèves qui étaient en classe d'examen de 3e au village. Et toutefois qu'ils étudiaient, j'étudiais avec eux. Bien vrai que je ne puisse lire. Et j'ai fait l'effort de poser ma candidature en candidature libre au BEPC. Et donc, comme je ne pouvais pas lire, de Bouna, on m'a envoyé à Bondoukou et j'ai été assisté par un secrétariat. Et c'est comme ça qu'en autodidacture, j'ai eu en un premier temps mon BEPC. Voilà. C'est exactement ce que je disais. Les barrières, les obstacles sont faits pour être franchis et brisés. Après ça, vous avez votre BEPC. Et vous allez décider de venir à Abidjan, en sachant que vous ne connaissez personne à Abidjan. Déjà, pourquoi venir à Abidjan? En fait, j'ai entendu parler de l'Institut des aveugles sans savoir ce que c'est. Et lorsque je suis venu à Abidjan, j'ai évité d'aller chez qui que ce soit. La raison, je l'ai dit tout à l'heure, je suis d'une famille socialement posée. Je me suis dit, ils vont venir me récupérer, dire que je vais errer, je ne vois pas. Donc je me suis caché dans la cour de l'école, l'EPP 220 logements. Et personne ne savait où j'étais. Et petit à petit, le gardien de l'école m'a récupéré. Et puis bon, j'ai appris à vivre avec eux. Et lorsque les élèves ne sont pas là, je suis dans les toilettes pour me laver. C'est vrai, je souffrais. Et mes parents vont me découvrir plus tard avec le souci de vouloir me ramener à Bouna. Et je me suis opposé pour dire non, il faut que je me batte. Ils ont tout fait, mais je me suis battu jusqu'à ce qu'un groupe de chrétiens me retrouve et m'envoie donc en admissibilité à l'Institut des aveugles, où ça sera une véritable lumière pour moi. Deuxième obstacle brisé. Vous avez obtenu votre BEPC et vous êtes parti de Bouna à Abidjan en ne connaissant personne, en étant aveugle depuis pas très longtemps, donc vous n'avez pas toujours vos repères dans une ville que vous ne connaissez pas. Et vous avez quand même atteint votre but, intégrer l'Institut des aveugles. Franchement, chapeau. Alors, une fois que vous êtes là-bas, vous êtes dans une institution plus adaptée à votre situation. Très bien. Qu'est-ce que vous apprenez? Une fois à l'Institut des aveugles, d'abord, je me suis interrogé sur la nature de l'écriture braille. Et je n'avais pas trop d'informations. Et quand j'ai touché avec les doigts et j'ai découvert l'écriture braille, je me suis dit, mais à quoi est-ce que ça va me mener? Et sur place, il y a certains qui m'ont dit, ah non, c'est important. Il y a certains qui ont appris cette écriture, aujourd'hui qui sont des enseignants, des professeurs, des inspecteurs, des ingénieurs. Et je me suis dit, bien, c'est que la porte m'est ouverte. Pourquoi? Et tout de suite, j'ai eu l'initiative d'assembler ces 3 années, c'est-à-dire les années du second cycle. La seconde, la première et la terminale. Et je me suis dit, il faut absolument que ces 3 années constituent une année pour moi pour rattraper mes amis qui sont en avance. Et j'ai décidé de présenter le bac en une seule année. Donc, en une année, vous avez assimilé le programme de la seconde, de la première et de la terminale, en une seule année. Donc, j'ai invité des professeurs bénévoles qui m'ont assisté. Malheureusement pour moi, c'était en 1990. Vous connaissez l'histoire de la Côte d'Ivoire? De l'année blanche. C'était l'année blanche. Exactement. J'ai failli tomber. Et tout de suite, j'avais déjà mon diplôme de standard téléphonique. Et je me suis dit, mais ça, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas constituer pour moi un brisement de barrière. Et puis, j'ai entendu parler d'un concours.
le concours d'entrée à l'École nationale de théâtre et de danse, l'INTD, à l'INSAC. Et j'ai posé ma candidature. Il y avait beaucoup de candidats et Dieu m'a fait grâce. J'ai été parmi les 13 admis et je suis entré comme étudiant à l'INSAC pour les études d'art dramatique. Je pense qu'on va... J'ai envie de dire au public, apprêtez-vous à applaudir encore et encore parce que le parcours de ce monsieur est impressionnant. Et justement, dans cette école, vous avez eu pour professeur le doyen, bienvenue Neba, qui est là. Doyen, parlez-nous un peu de cet élève. Ben, je connais bien Sassanda. Sassanda, c'est quelqu'un qui supporte son handicap. C'est quelqu'un qui se comporte de façon à vous troubler. Parce que plusieurs fois, nous nous sommes demandé s'il était vraiment aveugle. Nous avons cherché. Nous avons cherché, fait des enquêtes sur lui-même. Parce que quand il connaît son espace, il se déplace sans problème. En tout cas, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup étonnés pendant son passage à l'école de théâtre. D'accord. Okay. Mais il a eu une mauvaise note quand même. Rappelez-nous, il a eu 0,5 la présence. En tout cas, à 100%. Oui, nul n'est parfait à 100%. Oui. Exactement. Mais c'est un bon élève. Quand vous voyez les problèmes qu'il devait avoir, les difficultés qu'il avait, et qu'il s'efforçait à faire les mêmes choses que les autres, je pense que ça, c'est à saluer. Franchement, je pense qu'il faut saluer ça. Alors, donc juste après, vous avez intégré l'école, vous êtes rentré à l'INGS, c'est bien ça? Oui, absolument. Pour avoir une maîtrise en éducation. C'est ça. En fait, après l'INSAC, je me suis présenté au concours d'entrée à l'INGS. Et là, je suis entré à l'INGS à l'école d'éducation permanente. Et j'ai présenté une maîtrise en éducation permanente. Et puis, j'ai intégré la fonction publique. J'ai intégré la fonction publique et j'ai connu un ensemble de promotions. Parce que quelques années plus tard, je vais retourner à la même INGS pour préparer un diplôme de conseiller en éducation permanente pour sortir comme conseiller d'éducation permanente. Et puis, les années qui suivaient, Dieu va me faire la grâce aussi d'avoir une promotion exceptionnelle, de passer plus tard de professeur d'éducation permanente en inspecteur d'éducation permanente. Et depuis décembre 2018, je suis inspecteur principal en éducation permanente. Voilà mon parcours. Vous ne le voyez pas, mais là, je suis en train de m'incliner encore et encore. J'arrive pas de m'incliner. Je suis vraiment, vraiment impressionnée. Je voudrais ajouter que Sassanda a été candidat. Attendez. Ah, bah d'accord. Attendez. Parce que justement, en dehors de tout ça, vous avez pratiqué les arts martiaux. Oui. En fait, moi, j'ai un souci. Et c'est ce souci-là que je souhaite que la jeunesse ivoirienne et d'ailleurs les personnes vivant handicap retiennent. Quand j'ai eu la cécité, pour moi, il faut briser le handicap. Je me suis inscrit dans les arts martiaux et j'ai fait le taekwondo jusqu'au niveau de ceinture noire première dan et j'ai fait un peu de kwankido. Et pour les Ivoiriens qui me regardent, beaucoup me connaissent dans ce domaine que je vais dire tout à l'heure. Tout juste avant les années 2002, mon image a été fortement utilisée par la télévision ivoirienne dans les marathons de 21 et 42 km. Je me suis toujours fait assister par les forces de l'ordre, soit en main un motard devant, et puis je cours mes 42 km et je les termine. Mon souci, vaincre le handicap. Wow. Je suis carrément épatée. Il n'y a rien à dire. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est d'où est-ce que vous tirez toute cette force? Parce qu'il y a des personnes dans ce genre de situation qui baissent les bras. Même avec moi, tu as des personnes qui sont... C'est ce que je veux dire, justement, au quotidien. Parfois, tu as des petits problèmes, tu baisses les bras. Mais d'où est-ce que vous tirez cette force? À partir d'un moment dans ma vie, parce que mon histoire est longue, je vais vous dire une chose. Vous savez, je ne l'ai pas dit, j'ai été beaucoup syndicaliste, c'est-à-dire la vie associative, à tous les niveaux. Peut-être que l'animatrice va me poser des questions là-dessus, au plan national, sous-régional, africain, et puis mondial. Et ce que je voulais dire, j'ai fini par comprendre que je suis un peu comme ceux que les chrétiens appellent les apôtres. C'est-à-dire que
Je vous donne un exemple très simple pour que vous compreniez. À partir de mon marathon de la ville d'Abidjan, Fratmat a fait vraiment une image forte sur ma personne. Et c'est ce qui a ouvert l'existence du handisport Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui permet aux uns aux autres de, comment on appelle, de remporter autant de médailles. À partir de ma personne, j'ai révolutionné le monde des personnes handicapées visuelles parce qu'il n'y avait pas d'association existante. C'était des mouvements qui étaient presque dissous et nous avons animé l'existence des personnes handicapées de vue pour dire qu'elles ont leur place. Et vous savez, en matière d'instruments tels que les associations, ce sont des instruments de développement communautaire. Exactement. Et ces instruments nous ont permis d'ouvrir des portes pour la promotion des personnes handicapées. Et moi, je m'appuie beaucoup sur Dieu. Je prie et je crois. D'accord, très bien. Voilà. Alors justement, le doyen voulait en parler tout à l'heure. Vous êtes présenté à une élection pour devenir député du plateau. Oui, je l'ai fait pour une raison tout à fait principale. Vous savez, quand vous êtes une personne en situation de handicap, le handicap de façon générale, souvent la société pense que vous deviez être un être à marginaliser, à exclure. C'est souvent ça le commun des mortels. On pense que non, c'est impossible. Mais il n'a pas de pieds, il n'a pas les yeux, il n'a pas les bras, mais qu'est-ce qu'il peut? Or, le fait que j'ai voyagé partout dans le monde, j'ai rencontré des exemples. Et mon objectif, je savais que je n'avais pas les moyens de remporter la députation au plateau. Mais j'ai été candidat très jeune et exprès, en tant que personne handicapée de vue, pour démontrer à la société que nous avons notre place dans les sphères de cette nation. Et je voudrais vous dire une chose. Pendant ma campagne, une personne a dit ceci. Mais vous ne voyez pas, pour rien au monde, je vais voter un aveugle pour qu'il soit à l'hémicycle. Et j'ai donné une réponse. S'il vous plaît, monsieur, à l'hémicycle, on n'y va pas pour trier du riz. Alors si on allait pour trier du riz, à partir du moment où je n'ai pas les yeux, je n'ai pas ma place. Mais comme on va pour des débats d'idées, vous voyez que déjà le débat commence avec vous. Et il a dit, tu m'as vaincu. Force d'esprit, force de caractère, mais avec tout ce que vous avez accompli dans votre vie, vous ne voulez absolument pas vous arrêter là, vous avez d'autres ambitions. On va en revenir. On va revenir sur ce sujet-là parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, qui est très important et qui est le cœur même de cet échange. On va marquer une toute petite pause avec la pub, on revient juste après. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Sur le plateau de ce midi pour un thème inspirant, un témoignage inspirant d'une telle inspiration avec un grand monsieur, monsieur Sansanda, ivoirien âgé de 55 ans, aujourd'hui inspecteur principal au ministère de la Jeunesse. Il paraît qu'il a un handicap. Franchement, votre handicap, monsieur, moi je ne le vois pas du tout. Mais pas du tout, quoi. Franchement, est-ce que vous voyez le handicap du monsieur? De vous à moi. Non, rien. On a parlé, moi, je pense que finalement, parce que c'est quelqu'un qui a tout réussi, il a tout fait. Bon, finalement, quand on va lui demander, il a tout fait, il a tout réussi. Donc, on a qu'à lui demander ce qu'il n'a pas encore fait, ce qu'il n'a pas encore réussi. Là, peut-être on va avancer un peu. Justement, nous en venons, mon très cher Philo. Alors, aujourd'hui, quelles sont vos ambitions? Quelles sont vos attentes? Voilà. Comme il disait tout à l'heure, en fait, on ne finit jamais de réussir. Il faut toujours avancer. Ça, dans mon principe, c'est ça. Et une de mes ambitions ne dépend pas forcément de moi. Je prends par exemple l'exemple de nomination des postes de responsabilité. On ne se nomme pas soi-même. J'aurais souhaité un jour que les décideurs, les patrons, nos patrons peut-être me servent à un poste de responsabilité. Lequel c'est exactement? important. Par exemple, rien ne gêne que je sois un directeur régional dans mon ministère. Rien ne gêne. Et avec autant d'années passées justement dans ce ministère, pourquoi est-ce que vous pensez que depuis la nomination n'est pas encore arrivée? Vous pensez que c'est dû à votre handicap? Bon, c'est des décisions politiques. Et il faut respecter toutes les décisions politiques, puisque tous les Ivoiriens ne sont pas nommés. Mais quelque part, quand même, il faudrait que les hommes croient
qu'il y a des potentialités, des talents, des dons aux personnes handicapées. Elles sont nombreuses comme ça, surtout les déficients visuels comme sensoriels. Au niveau des physiques, il y a certaines nominations, mais en nous, il faut croire. Parce qu'aujourd'hui, tout est adapté avec des ordinateurs spéciaux pour accompagner ces gens de handicap. Donc, rien ne peut vraiment expliquer le fait que, bon, écoutez, on dise que quelqu'un n'a pas la vue. Et vous avez l'exemple des grands PDG, des grands hommes de ce monde qui n'ont pas les yeux, les Charles Ray, et même, il y a eu un maire de New York, un certain Patterson qui a été maire à New York. Je peux vous donner l'exemple, on dit New York, ça c'est des grands États. Il y a eu M. Abderrahmane Soli au Niger, qui est non-voyant, qui a été le premier juge au Niger, qui a été président de la Cour constitutionnelle, qui a été ministre de la Justice. Alors, mais être un petit directeur central pour quelqu'un comme moi, qui a parcouru le monde entier, et j'ai travaillé pour, je dirais même des décideurs, vraiment rien ne peut expliquer cela, quoi. Pourquoi pas vous, comme on dit. Pourquoi pas moi. Et nous pensons que vous avez absolument tout pour pouvoir y arriver. Pourquoi il était si important pour vous de ne pas être un mort-vivant? Parce que vous l'avez dit, hein, vous êtes d'une famille plutôt aisée, et tout, en tout cas, vos parents ne manquent de rien. Vous aurez pu rester dans votre famille avec tout le monde à votre disposition et des personnes qui disent « Oh, il est handicapé, tout, il ne voit pas, on s'occupe de lui. Ouais. » Pourquoi c'était important pour vous de ne pas être un mort-vivant? Bon, d'abord, la signification a été donnée tout à l'heure. En fait, être un mort-vivant, ce n'est pas avoir une espérance du tout. Mais pour moi, lorsque vous êtes un mort-vivant, vous êtes un être passif. Vous êtes un échec qui vous assimilez à l'échec. Vous ne croyez, c'est-à-dire, vous ne croyez pas en vos potentialités. C'est-à-dire, vous devenez quelqu'un d'inutile. Vous êtes comme un parasite dans la société. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Mais est-ce qu'un homme digne doit accepter d'être un mort-vivant? C'est-à-dire être passif. Donc, tout jeune, toute personne handicapée doit braver les difficultés, les surmonter coûte et coûte, pour que l'espérance, l'espoir, la réussite, l'échec, du moins, la victoire soit en cette personne. Merci infiniment, voilà. Monsieur Sassando. Je sais qu'il y a, autant pour moi, je sais qu'il y a énormément de questions sur la toile. Paulus Agathon va nous en lire quelques-unes. Paulus, 2 réactions. Alors Jessica, il faut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de questions, mais il y a beaucoup de messages d'encouragement, des messages que les gens ressortent, des leçons de vie. Et je vais en lire quelques-uns. Nous avons par exemple ici le message de Yannick Alangba. Il dit beaucoup de courage à notre invité. Je retiens qu'il ne faut jamais renoncer, reculer, mais surtout surmonter les obstacles pour atteindre ses objectifs. Un autre message venu sur Twitter, celui de Ouattara Farida, qui dit « Le parcours de cet homme est tout simplement incroyable. Étant aveugle, il s'est battu corps et âme. Là où on pensait qu'il n'allait pas pouvoir y arriver, il a surmonté les obstacles et à travers son courage et sa persévérance, il lance un message fort. » À présent, une dernière série de messages. D'abord, Bertin Tola qui dit « Bravo à l'invité, c'est un vrai battant. Un bon modèle pour tous les handicapés. Et je voudrais savoir jusqu'où compte-t-il aller? Est-ce qu'il a de prochains challenges? » Maintenant, chère Jessica, le dernier message, c'est celui de David Cambou, qui serait le neveu de notre invité. Il dit « Papa m'a beaucoup parlé de lui, disant que c'est une personne forte d'esprit qui n'a jamais relâché et qui s'est battu dans sa vie en tant qu'aveugle. Personnellement, je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer, mais j'aimerais le voir et le serrer dans mes bras parce que je suis vraiment fier de lui. » Merci. Merci. Paulus Agathon, on ne va même pas perdre de temps. On va écouter le doyen Bienvenue Néba, que je suis sûre a beaucoup de choses à nous dire. C'est la minute. Bienvenue Néba, c'est la minute du doyen. Que pourrais-je dire de plus beau que ce que nous venons d'entendre? En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, avoir ce handicap-là n'est plus un handicap. Ouais. Parce qu'il a dit lui-même, avec le logiciel que nous avons, on n'a plus le droit de s'asseoir et d'attendre qu'on nous serve. Et moi, je l'ai dit au début de l'émission, Sassanda, c'est quelqu'un que je connais. C'est un battant. C'est un, j'allais dire, turbulent. Turbulent parce qu'il faut être turbulent pour réussir ce qu'il a fait. Exactement. Parce que s'il était calme, il n'aurait pas réussi. Ouais. Tout ce que je peux dire, puisque je n'ai qu'une minute, c'est de l'encourager, lui dire bravo, et que son cri de cœur puisse être entendu. D'accord, très bien. Merci infiniment, le doyen. Monsieur Sassanda,
Aujourd'hui, vous avez appris que finalement, le véritable handicap, c'est le manque de volonté, tout simplement. Oui. Vous êtes sur ce plateau, ce témoignage a été enrichissant. Quel est votre message à ces personnes qui sont dans cette société, qui continuent de penser que les personnes en situation de handicap ne peuvent rien faire de leur vie? Bon, c'est en fait l'ignorance. Je crois que j'ai montré des images tout à l'heure. Et vous allez voir que des personnes possédant des handicaps divers dans tous les milieux, que ce soit multisectoriel, à tous les niveaux, on trouve des modèles. Donc tous ceux qui ne croient pas aux personnes en situation de handicap doivent réviser leur façon de voir les choses. Aujourd'hui, quand on reste par exemple en Côte d'Ivoire, j'ai pris l'exemple de Toumoudi, où nous avons pris des enfants dans les villages, les parents ne croyaient pas. Aujourd'hui, ils ont fréquenté dans les écoles publiques là, avec les autres enfants. Ils ont fait les collèges et puis ils sont à l'université. Certains préparent les licences, les doctorats et tout ce qui s'ensuit. Donc, qu'est-ce qu'il y a à ne pas croire? En un mot, je résume, l'homme, c'est le cerveau. L'homme, ce n'est pas le fait que vous n'avez pas les bras, ce n'est pas le fait que vous n'avez pas les yeux. Quand votre cerveau fonctionne, vous êtes un homme capable de tout. Propre. Et c'est sur ces mots que nous allons conclure notre entretien avec M. Sassanda. Et ce que vous dites est vraiment, j'ai envie de corroborer par ce que vous avez là, votre médaille, parce que vous avez été fait chevalier dans l'ordre du mérite quand même. Absolument. En fait, j'ai été aussi décoré par des experts en Afrique du Sud il y a 4 ans. Et tout juste après ça, la Côte d'Ivoire a reconnu les actions que nous posons, surtout dans les lois sociales. Vous avez parlé tout à l'heure des lois sociales. Ce sont nos travaux. La loi d'orientation, nous avons tous été ici à l'initiative avec le ministère. La Convention des Nations Unies par rapport aux personnes handicapées, on y a travaillé. Et je crois que si la Côte d'Ivoire ratifiait ces protocoles-là, surtout le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux personnes handicapées, comme le protocole facultatif relatif à la Convention des droits des personnes handicapées, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de changements en Côte d'Ivoire pour l'émergence en tout cas des personnes handicapées. On y croit. On y croit. Merci. Merci pour ce message d'espoir. Merci d'avoir allumé un tout petit peu cette flamme d'espoir en nous. Merci infiniment. Merci. Merci. On raccompagne notre invité. Mesdames et messieurs.